Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'avant-dernier numéro de l'année de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pour 30 minutes d'actualité politique. Et en cette fin décembre, c'est l'heure du bilan. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Pour dresser le bilan politique de cette année 2014, j'ai le plaisir de recevoir Ediette, conseiller régional PRG d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Et Carl-Olive, maire UMP de Poissy et conseiller général des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alors avant de commencer, on va faire un bilan personnel de vos années respectives. On commence par vous, Ediette, et forcément le bilan n'est pas très bon puisque vous avez perdu la mairie de Carrières-sous-Poissy en mars dernier face à l'UMP Christophe Delrieux qui vous a battu avec 85 voix d'avance. Des points positifs à tirer tout de même de cette année politique sur le plan personnel? Le temps dont je dispose désormais en étant plus maire aujourd'hui pour me consacrer un petit peu à des activités personnelles et familiales, puis aussi la possibilité de faire le point sur ce qu'a été les réussites et les échecs pendant ces 6 années de mandat à la tête de la ville de Carrières-sous-Poissy. Vous avez été également décoré récemment, ça permet de terminer l'année sur une note positive? Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport direct avec ma défaite aux élections municipales, mais oui, effectivement, j'ai été élevé au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite, mais c'est une récompense que je trouve... j'ai été très honoré de cette distinction-là, mais avec d'autres... C'est une reconnaissance aussi du travail accompli. Oui, c'est vrai. Je suis toujours un petit peu gêné de parler de ce genre de reconnaissance, mais enfin, je suis très heureux d'être reconnu, et puis au-delà de ça, de pouvoir entrer dans un corps républicain tel que celui-ci. Carl-Olive, de votre côté, vous avez été élu maire de Poissy dès le premier tour avec plus de 62% des suffrages exprimés. Vous avez battu le maire sortant, le socialiste Frédéric Bernard. L'année 2014 ou l'année de rêve un peu pour vous, non ? Non, je ne prends pas ça du tout comme un rêve, mais avant, je voudrais féliciter Ediaït pour sa décoration, parce que au-delà de ce qui peut nous séparer, il y a beaucoup de choses aussi sur les valeurs, je dirais, humaines qui nous rassemblent. Et je pense que quand quelqu'un est décoré à la mesure de ce qui vient de se passer pour mon collègue Ediaït, je trouve que c'est une belle satisfaction républicaine et pour les uns et pour les autres. Non, pas un rêve, je dirais simplement la satisfaction dans un premier temps, et ça n'est qu'une étape du travail accompli. Moi, je ne crois absolument pas au hasard. Par contre, je crois vraiment au travail qui entraîne de facto... entre guillemets, si on peut le dire, la réussite à un moment donné. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle hauteur de score, qui est la conjonction de plusieurs facteurs, on y reviendra. La satisfaction d'avoir travaillé en équipe et juste montrer que quand on est unis, quand on démarre très tôt, on avait démarré quasiment en 2008 pour une élection en 2014, je dirais qu'à l'arrivée, on a, je pense, ce qu'on a, on récolte ce qu'on a pu semer. Avec vous, messieurs, nous allons revenir sur les élections de cette année, les municipales et les européennes notamment. Nous parlerons également transport avec plusieurs annonces phares ces dernières semaines. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique, donc les élections de cette année 2014 a été une année riche avec les municipales, les européennes, les sénatoriales et à chaque fois la même constante, une claque pour le PS, une victoire de l'UMP et une percée du Front National. C'est un bon résumé rapide de l'année électorale, selon vous, Carl-Olive ? Moi, je dirais pas une victoire éclatante de l'UMP ou une défaite cinglante du PS, parce que ces élections locales sont d'abord, je pense, la confiance en des femmes et des hommes. C'est vrai que, alors je prends le cas de Poissy, pardon, mais on a en plus une conjonction de facteurs qui sont importants. Je pense le fait que, encore une fois, avec l'équipe, nous sommes des enfants du pays. J'ai grandi à la Coudray, je travaille à Poissy. Non, Vincent, on est en train d'enregistrer. Alors, c'est les aléas de l'émission. Reprenez. Donc, voilà, c'est les aléas du direct. En fait, on s'est préparé tôt, effectivement, à partir de 2008. Et très tôt, il y a eu 2 ans avant l'investiture qui avait été donnée par ma famille politique. Donc, l'union UMP, UDI, Modem également des non-inscrits, des personnes de la société civile. Et j'ai pu tranquillement
proposé aux Pissiacais, je pense, un calque de la ville de Poissy, ce qui nous a permis, en plus, conjugué à malheureusement ce qui s'était passé pendant 6 années ici, plus 25% de charges de personnel, 300 agents de plus sur la strate moyenne, fait que, et puis, comme vous le dites, je reprends votre expression, la claque nationale concernant la gauche, le résultat de 62% et demi qu'on a obtenu. Eddie Haidt, le bilan politique, c'est une claque pour le PS, une victoire de l'UMP, une percée du Front National. C'est un bon résumé, ça? Globalement, les partis de gouvernement rassemblés autour du Parti socialiste ont été sanctionnés à différentes échéances. Il y a un message à entendre. Je souhaite qu'il le soit véritablement. Maintenant, les électeurs ont décidé de réorienter une partie des politiques territoriales à travers les élections sénatoriales et les municipales. Ça, c'est leur droit le plus strict. Maintenant, l'inquiétude réelle de cette séquence électorale et l'émergence du Front National, qui, l'air de rien, avance toujours de façon silencieuse, masqué. On voit bien les récentes déclarations de Marine Le Pen sur les questions liées à la torture. Donc le fond est toujours là de ce parti de droite extrême. Donc c'est là qu'est ma véritable inquiétude. Et je crois que l'UMP, comme le Parti socialiste, doivent entendre la responsabilité qui est la leur à apporter les réponses les plus honnêtes et les plus sincères possibles aux problèmes des Français, et peut-être dépasser une partie des querelles stériles et politiciennes qui les animent les uns et les autres. Voilà. J'avoue que pour le PRG, qui est au cœur de tout ça, c'est pas forcément très simple de pouvoir se faire entendre. Dans les Yvelines, la gauche ne détient plus que 18 villes sur les 262 du département. Le PS est arrivé en 4e position dans le département lors des européennes. Est-ce que même dans vos pires cauchemars, vous aviez imaginé une année électorale si négative, pour la gauche yvelinoise en tout cas? On sentait bien une sorte de désaveu de la politique gouvernementale. On n'estimait pas à ce point si fort la possibilité de l'électeur de gauche à s'abstenir. Et c'est ça qui a sanctionné véritablement les partis de gauche, c'est l'abstention de leurs propres électeurs et la mobilisation de l'électorat de droite qui, très légitimement, a souhaité proposer son alternative. Donc on ne l'imaginait pas à ce point si forte, cette déroute. Maintenant, je dirais, il faut reconstruire. Le pire n'étant jamais décevant, on n'est peut-être pas arrivé au bout du tunnel. Néanmoins, il va falloir véritablement reposer les fondamentaux qui sont les nôtres. Carl Olive, l'UMP a presque réussi un raz-de-marée sur cette année électorale, mis à part peut-être les européennes où le FN vous a devancé. C'est une vraie fausse note, ça, les européennes pour l'UMP? Juste un mot sur les élections municipales. En tout cas, il y a une leçon que je tire de cette élection, même si je suis un jeune élu. Pendant toute la campagne, pendant les dernières années, jamais, à aucun moment, je n'ai attaqué l'adversaire, quel qu'il soit, par rapport à ce qu'il pouvait représenter. Je ne dis pas que c'est ça. En revanche, en revanche, ce que je sais, c'est que notamment la gauche, ici à Poissy, n'a pas arrêté une seule seconde de me taper dessus, allant parfois même très loin. Je n'ai jamais répondu, sauf qu'à un moment donné, quand on dépasse trop les limites, il faut porter plainte. Et pendant ce temps-là, pendant qu'eux parlaient de leurs adversaires, moi je parlais au Pissiacais, je pense que ça a été une des je dirais, valeurs sûres, en tout cas de mon engagement. Pour revenir sur ce que vous disiez, encore une fois, moi je pense que plus on parle du FN, mieux il se porte. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut d'abord faire valoir effectivement ses fondements. Moi je vois le cas à Poissy, j'applique simplement la loi. Je ne suis pas pour l'interprétation de la loi, j'applique simplement la loi. En appliquant la loi, je constate qu'aux européennes notamment, le gap entre le FN, on est largement devant, et le gap qui existe dans d'autres contrées environnantes fait que parfois, quand vous appliquez simplement la loi républicaine, le FN a déjà moins de voix au chapitre. Initialement, alors pour parler du Front National, nous aurions dû entendre le numéro 1 du département, Philippe Chevrier, mais celui-ci n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il estime qu'on ne consacre pas assez de temps d'antenne à son parti. Ça sera donc sans lui. Le FN, cette année, sur le plan national, ce sont 11 mairies de remporter, le premier parti aux européennes, je le disais, 2 sénateurs. Pour le coup, c'est une première dans l'histoire. Est-ce que le grand gagnant de l'année, c'est finalement le parti d'extrême droite? Moi, je considère très clairement que le FN, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui marche de façon silencieuse, mais qui poursuit sa marche depuis des années maintenant, est le grand gagnant. Parce que le pire est pas tant les résultats électoraux qu'il obtient, que le fait que ses idées se diffusent très largement aujourd'hui dans l'opinion publique. Les questions migratoires, les questions d'insécurité, les questions de chômage alimentent la rhétorique et les théories du Front National, et ça, c'est particulièrement inquiétant. On a le triste record dans les Yvelines d'accueillir le seul maire FN d'Île-de-France, et il brille quand même pas par sa capacité réelle à gérer sa ville. On est très inquiet de la façon dont les maires FN gèrent leur commune.
Ils se veulent exemplaires, ils se veulent main propre, tête haute, et la réalité, ce sont les affaires successives qui sont découvertes dans différentes mairies en province gérées par le Front National. Donc moi, c'est une vraie inquiétude en ce qui me concerne, et je trouve dommage que leurs responsables, justement, ne se soient pas exprimés, puisqu'ils dénoncent toujours leur absence des médias, mais en réalité, ils ne font que les occuper. Carl Olive, cette inquiétude, vous la partagez ? Oui, puis je pense qu'il faut, et les uns et les autres, nettoyer devant sa porte. Je vais vous donner 2 exemples. La droite incapable, je suis très à l'aise quand je dis ça, la droite incapable de s'organiser, par exemple, dans une ville comme Les Mureaux, a laissé la porte ouverte, alors non pas François Garret, notre collègue qui fait le travail qu'il fait et qui n'est pas en place par hasard depuis des années. François Garret qui est une mouvance de gauche modérée. Pour autant, la droite a été incapable de mettre un candidat dans les accords entre l'UMP et l'UDI. Que s'est-il passé ? Pas de candidat de droite, 2 élus FN. Je prendrais le même cas de figure à Mantes, où là on est dans des rabrouilles intergauches, dans des guéguerres au sein même de la gauche qui sont inacceptables. Après, à un moment donné, quand on joue avec le feu, forcément on se brûle. La gauche a décidé de mettre en place des nouvelles valeurs pour se maintenir au 2e tour à 12,5%, à 12,5%, lorsqu'auparavant c'était 10%. Que s'est-il passé ? Vous avez dans bien des cas, et ça va se passer au niveau des prochaines élections départementales, on en reparlera, des candidats où la gauche est totalement laminée et en faisant la part belle au FN. Juste pour terminer, je prends le cas de Poissy, HR, Conflans, la PAC, communauté de communes. Il faut quand même dire les choses. Sur le papier, jamais, je pense, peu de personnes pensaient qu'Eddie Haït allait passer à la trappe, à la carrière sous Poissy. À HR, peu de personnes pensaient que les communistes allaient perdre. À Conflans, effectivement, encore moins. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les 3 communes Poissy, HR, Conflans qui étaient à gauche sont passées à droite. Et le petit copinage entre amis du découpage territorial est revenu comme un boomerang à ceux qui l'avaient fait, c'est-à-dire les socialistes. L'année électorale 2014 a été également marquée par des abstentions records, plus de 57% pour les européennes, plus de 37% pour les municipales, qui est un record historique. Au-delà des résultats de chacun, est-ce que c'est pas ça la première inquiétude, l'abstention ? Elle reflète une chose qui est réelle, c'est-à-dire qu'il y a au-delà de dire il y a un désamour, il y a un désaveu de la classe politique, notre régime démocratique et notre fonctionnement institutionnel et notre constitution aujourd'hui n'apparaît pas, au-delà des bienfaits qu'a pu apporter la Ve République, aux attentes aujourd'hui, au mode de participation des citoyens. Donc il va falloir reposer les choses. Moi, le problème n'est pas de savoir si on l'appelle la 6e ou la 7e République, mon souci il n'est pas là. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à considérer qu'il ne se passe pas quelque chose avec une abstention aussi forte. Donc il faut revoir la façon dont on associe, la façon dont les gens participent au choix. Aujourd'hui, ils ne veulent pas être observateurs, ils ne veulent pas se déplacer une seule fois, ils veulent être coacteurs, ils veulent évaluer ce que font les politiques. Je crois qu'on a tous notre part de responsabilité, que ce soit Carl ou moi, de par la génération à laquelle on appartient, on a intérêt à apporter du sang neuf dans ce fonctionnement-là, car c'est plus possible. Et puis les constitutions, quand elles sont faites, elles répondent à un moment de crise. La 4e répondait à un régime parlementaire pour faire mettre mal au pouvoir concentré sous Vichy. La 5e permettait de rétablir un ordre au fonctionnement. Il faut une vision sur le plus long terme. Une vision sur le plus long terme. On ne peut pas continuer comme ça. Le président a avancé un système de référendum, de consultation. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose très vite, car on ne peut pas avoir des élus qui sont élus, certes, démocratiquement, réglementairement, légalement, mais qui, au final, ne reposent que sur une très faible participation électorale. Vous partagez ce point de vue ? Oui, Eddie Haït parle d'être coacteur, mais pour être coacteur, il faut écouter les gens. Pour écouter les gens, il faut aller les rencontrer. Pour aller les rencontrer, il faut être sur le terrain. À Poissy, par exemple, on est en préparation de tous nos conseils municipaux dans les quartiers. C'est là que ça se passe. Il faut écouter les gens, puis derrière, vous prenez des décisions. Plutôt que de prendre des décisions et derrière, vous les imposez aux gens pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est là où on va rapprocher, effectivement, l'élu de l'administré. Et moi, je ne suis pas d'accord quand on dit oui, mais bon, il a gagné parce qu'il y a peu d'électeurs qui se sont déplacés. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que juste je dis. Que ça crée un fossé réel quand même. Mais je suis désolé, c'est comme dans le sport. Le terrain, il est le même pour les 2 équipes. Quand il pleut pas d'un côté ou il pleut pas d'un côté de l'autre. Il faut arrêter ça. Alors, trouvons ensemble effectivement des moyens pour mobiliser effectivement les citoyens. Mais mobiliser les citoyens, c'est pas un mois avant les élections, de les arroser de coups de téléphone, de tracts, etc. C'est pas ça l'histoire. C'est être légitime, crédible en allant les voir sur le terrain.
quitte à prendre des gifles comme ça se passe très régulièrement, parce que si on venait voir simplement les administrés pour dire qu'ils sont beaux, ça se saurait. Mais je pense que ça fait du bien et ça fait partie du jeu. Juste pour conclure rapidement sur cette partie, messieurs, 2015, ça ne sera pas une année de repos, puisqu'il y a les départementales et les régionales en décembre, départementales en mars. Non, ça ne sera pas une année de repos, parce qu'avec ce que nous fait l'État de nous retirer la dotation globale, c'est ça sur ces élections, problème. est-ce que vous pensez Tout va bien, que Carl Olive, Tranquille. sur ces élections, rapidement, est-ce que vous pensez que l'UMP va poursuivre sur sa lancée et va pouvoir remporter des sièges sur des élections favorables historiquement à la Non, mais gauche? pardonnez-moi, ça c'est la cerise sur le gâteau. Le vrai gâteau, c'est de voir ce que vont avoir dans leur besace les élus. Aujourd'hui, je prends le cas de Poissy, 1 200 000 € de moins, parce que l'État a décidé de reprendre une partie de sa DGF, de dotation globale de fonctionnement. Sur les 3 prochaines années, c'est 4 millions. Au niveau du département, c'est 35 millions. Il est là le vrai problème. Comment je fais quand on m'annonce que mon pôle d'agglomération... Attendez, quand mon pôle d'agglomération du commissariat passe à Conflans. Donc vous êtes inquiet 20 personnels par en rapport moins. aux dotations? Mais moi, je suis inquiet pour mes concitoyens. On est en train de nous dénoyauter notre pouvoir local en termes de démocratie. Il est là le vrai danger. Et c'est là où le Front National va pouvoir se gargariser. Et Diète, le danger pour la gauche, c'est de continuer dans cette spirale, on va dire, ultra négative? Rapidement. Oui. Écoutez, la séquence électorale qui va s'ouvrir. Vous en pensez c'est 2015, possible élections d'inverser départementales, élections régionales. Au-delà des sondages qui ne sont pas forcément très bons aujourd'hui pour les forces de gauche et de progrès, il n'empêche que dans les régions, il y a un véritable bilan qui permet d'évaluer un certain nombre de politiques publiques. Moi, je suis assez confiant en Ile-de-France sur la capacité des Franciliens à entendre ce que nous proposons, à travers notamment le pass Navigo à tarif unique. On va en parler. Mais voilà, mais maintenant, la politique, c'est aussi un combat, c'est un rapport de force, c'est la confrontation des idées. Et on le fera, c'est notre responsabilité à être là. Vous serez candidats tous les deux à l'une des deux élections, Carl Olive, au départemental peut-être? Écoutez, on a effectivement annoncé avec la famille politique et le département que je serai candidat avec la première adjointe, c'est qu'on travaille en binôme maintenant, première adjointe d'Acher, qui est une brillante jeune dame qui s'appelle Élodie Sornet. Donc on fera équipe ensemble. Effectivement. Et D8 au régional de décembre? Oui, alors d'abord, je ne serai pas candidat aux élections départementales, puisque c'est d'abord le premier scrutin des 22 et 29 mars. Mais je serai acteur au niveau départemental pour assurer un minimum de coordination de campagne entre les forces de progrès. Et aux élections régionales, j'entends pouvoir être candidat à un 3e mandat à la région, parce qu'on n'a pas terminé notre action pour rendre encore plus agréable la vie des Franciliens en Ile-de-France. Je vous propose de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour faire un bilan en matière de transport. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Carl Olive, maire UMP de Poissy et conseiller général des Yvelines, et de Eddy Hayt, conseiller régional PRG d'Île-de-France. Pour cette émission spéciale bilan 2014, nous allons parler désormais d'un sujet qui a fait l'actualité principalement ces dernières semaines, les transports. Et dans les Yvelines, il y a quelques jours a été inaugurée une nouvelle ligne de tramway, le T6. Cette ligne permet d'aller de Châtillon-Montrouge dans les Hauts-de-Seine à Vélizy pour le moment. Elle sera ensuite prolongée jusqu'à Viroflay. Eddy Hayt, la région est le premier financeur du projet. Vous êtes conseiller régional. Le T6, c'est un projet nécessaire, vital pour la région et plus particulièrement pour les Yvelines. Il est attendu depuis de très nombreuses années, il arrive, mais surtout il reflète une réalité, c'est qu'il y a plusieurs années maintenant, le tramway avait complètement disparu de l'Île-de-France et aujourd'hui il revient en force comme un mode de transport propre. Attendu et utile pour les Franciliens, car je crois que la question des transports doit d'abord se jauger à l'utilité des lignes ouvertes, à leur capacité à absorber les populations de plus en plus nombreuses à les utiliser. Donc le système est loin d'être parfait, d'être finalisé. Vous savez qu'il y a un plan de mobilisation pour les transports qui a été voté de plusieurs milliards en Ile-de-France, qui fait l'objet d'une dotation spécifique de l'État. Il y a le Grand Paris Express avec 27 milliards d'euros qui vont être mis sur la table pour faire ce grand métro du Grand Paris. Et puis vous avez aujourd'hui une question sur la tarification à travers le pass Navigo à tarif unique. On essaye de répondre le plus largement possible aux problématiques des transports des Franciliens. C'est loin d'être parfait, mais on est sur des infrastructures qui coûtent des milliards. Ça prend des dizaines d'années à réaliser. Et c'est une contrepartie indispensable à la densification urbaine et au rapprochement des logements des pôles d'activité. Voilà. Si on veut réduire le temps en voiture et repenser le déplacement individuel des gens en voiture, il faut donner la possibilité aux gens d'accéder à un tarif modeste à des transports publics de qualité. Alors on est encore loin du transport zéro défaut, il n'empêche qu'aujourd'hui ce qui est fait, notamment sur la question des tramways, est exemplaire. Carl Olive, votre point de vue sur l'arrivée du T6, c'est une bonne nouvelle ? Ça va dans le bon sens ? D'abord, quand j'entends Eddy Hayt, on peut souscrire tout ce qu'il dit. Il y a une seule exception. Quand on parle de Grand Paris Express à 27 milliards d'euros, c'est des chiffres qui sont énormes, effectivement.
sur notre département, sur les Yvelines, sur notre partie nord du département. Ce n'est pas 27 milliards d'euros. Hein, concernant, je prends le cas, puisque le Premier ministre, M. Valls, en a parlé, sur le RER-E. C'est 119 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on est juste au stade des études. Et il faut se battre par rapport à cela. Et moi, j'appelle... Les Yvelines ne sont pas assez aidées, vous pensez, aujourd'hui? C'est-à-dire que sur les Yvelines, regardez ce qui se passe chez nous. Regardez ce qui se passe chez nous. On a des problèmes avec le RER-A. On a encore à se battre pour savoir si le RER-E va être fait ou pas fait. Il n'est pas fait un vendredi. Il y a un peu de lobbying qui est fait dans le week-end. On nous annonce finalement si ça sera fait le lundi, mais avec 119 millions d'euros. 119 millions d'euros à l'échelle de 27 milliards. Regardez ce que ça pèse. Simplement, ce que je veux dire, il faut qu'on se batte. Il faut que les élus ici, de cette partie du département, se battent pour porter leur voix, à la différence de ce qui se fait au niveau de l'Est. Dans l'Est de Paris, et je rejoins ce que dit, pour ça je corrobore ses propos, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une grosse part des élus qui se mobilisent parce qu'ils ont besoin de leur transport. Oui, c'est exceptionnel ce qui se passe avec le tramway. Et bravo à l'agglomération de pouvoir aussi interférer par rapport à cela. Vous dites clairement que l'offre de transport aujourd'hui n'est pas satisfaisante dans le département. Évidemment qu'elle n'est pas satisfaisante. Moi, je pense qu'on se rejoint par rapport à ça. Concernant le tramway, je prends les élus n'en font pas assez également. C'est ça le problème. Mais évidemment qu'on n'en fait pas assez. Il faut qu'on porte notre voix. Et que de gauche comme de droite, portons notre voix pour qu'ici, le RER-E, parce que le jour où vous avez ici le RER-E, tout le Mantois n'a plus de soucis par rapport à cela. Donc on arrête un peu les bouchons qui se passent dans la région francilienne. Elle est ultra saturée. Juste un exemple de ce qui s'est passé. Je prends le cas du Grand Dijon de notre ministre du Travail, François Rebsamen. Hein. Pourtant, c'est pas mon obédience, mais quand les choses sont bien, il faut le dire. Le tramway à Dijon, c'est juste exceptionnel dans cette agglomération. Et vous avez des petits villages de 2500 habitants, je prends le cas de Arc-sur-Tille, qui n'auraient jamais pu avoir le tramway s'il n'y avait pas eu l'agglomération. Donc je dis oui, bravo au T6, et on est sur la bonne voie. Et à la différence peut-être de certains de mes amis, je trouve que le pass Navigo à tarif unique est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on nous le proposerait à 70 €. Je rappelle que sur la zone 5, ici, quand quelqu'un travaille par exemple dans une université à Paris 8, pour citer que c'est une université qui part de Poissy, c'est près de 120 € par mois. Donc c'est 50 €. Il n'y a pas de petites économies. Partagez pas le point de vue du coup de Valérie Pécresse, la chef de file de l'UMP de la région, qui elle a été assez critique sur mais moi je vais vous dire, on a le droit de faire partie de la même famille politique, mais vous pouvez avoir des caractères différents. Et je pense que cette idée-là, en tout cas, elle va dans le bon sens. Alors il faut peut-être qu'elle soit affinée, mais elle va dans le bon sens. Alors le pass Navigo au tarif unique, c'était une promesse de Jean-Paul Huchon lors de la campagne des régionales en 2010. Et Diète, vous vous dites quoi là-dessus? Enfin, il était temps? Il était temps, mais nous, le groupe PRG à la région, on avait posé des conditions, car il ne s'agissait pas de faire un pass Navigo à tarif unique à 70 € sans s'assurer que l'offre de transport soit renouvelée et que l'extension des réseaux soit garantie. Donc mon groupe a souscrit au pass Navigo à tarif unique, car l'État a accepté de garantir les centaines de millions d'euros annuels nécessaires aux rénovations des réseaux et à l'extension des réseaux. À partir de là, plus de 40 € d'économie de pouvoir d'achat par personne dans une famille, c'est loin d'être négligeable aujourd'hui. Et puis je considère que l'Île-de-France est un territoire assez exceptionnel. C'est plusieurs dizaines de points de PIB du pays, c'est 12 millions d'habitants, c'est un territoire exceptionnel, qui a une vraie culture historique également, l'Île-de-France. Il n'y a pas besoin de mettre un bonnet alsacien. C'est également la région la plus riche d'Europe. C'est la région la plus riche d'Europe, et ce pass Navigo à tarif unique va être un élément d'identification très fort au territoire, à un moment donné où les régions, la carte des 13 régions a été votée à l'Assemblée nationale maintenant de façon définitive, et donc on se retrouve très clairement dans un élément d'identification territoriale. Et les gens ont besoin de savoir à quel territoire ils appartiennent, de savoir à quelle politique ils sont associés, et quelles sont les politiques publiques dont ils disposent. Et ce pass Navigo à tarif unique, et c'est bien la raison pour laquelle Mme Pécresse est très critique, c'est qu'elle sait que c'est une bonne mesure. Et elle renvoie sur l'offre à chaque fois, et non pas sur la tarification. Elle a raison de dire attention, améliorons l'offre. Seulement, on sait ce qu'on fait, et si on propose aujourd'hui, maintenant, pour la rentrée de 2015, le pass Navigo à tarif unique, c'est qu'on sait que l'offre va être en parallèle améliorée et rénovée. En petite précision, à l'UMP, ils partagent pas tous le point de Valérie Pécresse, puisque Père Billet a dit que c'était une bonne chose, le président du Conseil général des Yvelines. Mais Carmelive aussi. Non, mais Ediaït est déjà dans ces élections régionales qui préparent brillamment. Je veux juste rappeler quand même que le problème simplement de la gouvernance de la région Île-de-France, c'est comme ici au niveau de Poissy à l'époque où la gauche était au pouvoir, c'est qu'on a une explosion des charges de fonctionnement de la dette. À la région, en 7 ans, c'est multiplié par 2. Moi, j'aimerais bien également qu'on aille réduire ces charges de personnel, qu'on réduise son train de vie, parce que c'est ça qui est important. Et j'aimerais aussi qu'on jette son dévolu un peu plus sur tout ce qui concerne la formation, l'enseignement, l'apprentissage. Parce qu'on nous parle beaucoup d'apprentissage, tout le monde dit c'est fabuleux. Moi, j'aimerais bien avoir des actes
en face des mots. Or, la région, c'est comme le sucre dans le café à ce niveau-là. Plus on cherche, moins on trouve. Pour finir rapidement sur les transports, une autre actualité a fait la une récemment, c'est la prise de position du maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, qui souhaite la fin du diesel d'ici 2020 dans la capitale. 80% des Français jugent cette ambition irréaliste, selon un sondage Odoxa. Votre point de vue là-dessus ? Sur la question du diesel, d'abord sa déclaration elle a le mérite d'ouvrir un débat réel sur la question des rejets. Est-ce que c'est pas un débat très pro-parisien et qui exclut beaucoup de gens en même temps les maires de Paris, donc elle s'adresse aux Parisiens et aux électeurs parisiens. Maintenant la question de la lutte contre le diesel peut se poser que si vous avez un rapprochement des activités sur la grande couronne et donc la nécessité de faire un terme à nos villes dortoirs, c'est-à-dire de s'assurer que le développement économique il a lieu ici et qu'on passe pas autant de temps dans les transports et à utiliser la voiture qui est la sienne. Ensuite il faut de l'incitation fiscale pour renouveler le parc automobile, ça c'est évident, et puis ça nécessite quand même, faut être honnête, un débat plus large au niveau de la grande métropole en associant les grandes agglos des grandes couronnes. Paris a un rôle majeur, elle a un rôle de leadership sur un certain nombre de sujets, on l'a vu avec Autolib, on l'a vu avec Vélib, bientôt Scoutlib. Néanmoins il n'y a pas une cassure entre Paris, la petite couronne et la grande couronne, donc ces débats-là ils doivent être posés à l'échelle de la grande métropole et de l'Île-de-France, et à la région Île-de-France on prendra des initiatives en ce sens pour assurer un vrai dialogue. Carl Olive. Oui, la grande différence entre les élus qui sont sur le terrain et qui proposent des choses après avoir écouté les administrés, les acteurs, et ceux qui sont totalement déconnectés de la réalité. Dites que ça, c'est une décision bureaucratique. Vous l'avez entendu de la bouche de monsieur Delanoë tout au long de ses mandats, quand même très rarement à ce point-là. Madame Hidalgo, l'une des premières décisions qu'elle prend, c'est de dire, moi, je vous le dis, en 2020, il n'y aura plus de diesel. Moi, je lui propose autre chose pour lutter contre ça. Elle interdit le survol des avions au-dessus de Paris. Quitte à être démago, allons dans la démagogie jusqu'au bout. C'est totalement irréaliste. C'est une maîtrise totale des franciliens qui viennent sur Paris au quotidien. C'est une décision de bobo. Et au lieu de faire cela, qu'elle organise des assises environnementales avec tous les acteurs. Vous vous rendez compte le message qu'elle envoie aux constructeurs ? Aujourd'hui, les constructeurs vous font la démonstration que le diesel, aujourd'hui tel qu'il est traité, ne dépend, sur la marque carbone, est quasiment à égal niveau que le gasoil. Maintenant, si c'est pour rénover le parc automobile de diesel en fin de vie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, évidemment, mais quel message vous envoyez ? C'est comme ici à Poissy, où on nous proposait une ZAC-éole de près de 5 hectares en disant il n'y aura pas de véhicules. Et le voisin, c'est PSA. C'est totalement délirant. Mais que ces gens-là viennent nous voir sur le terrain, qui viennent à Carrières-sous-Poissy, qui viennent à Poissy, on va leur expliquer la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'ils voudraient la voir. Oui, juste pour conclure, très très rapidement, je comprends ce que dit Karl, mais la question n'est pas d'opposer le diesel à l'essence, elle est de se dire est-ce qu'on peut favoriser les véhicules électriques et en même temps les routes, il faut les désaturer, elles sont engorgées, on le sait tous au quotidien. Elle pose un débat. Effectivement, à la façon dont elle les pose, comme elle les a posés sur les Jeux Olympiques, effectivement, ça nécessiterait un vrai débat ouvert avec la Grande Couronne sur cette problématique-là. Maintenant, la question du choix du diesel, elle peut être discutée aussi, et nos constructeurs automobiles, notamment PSA, auraient pu entendre aussi un certain nombre de choses sur la capacité à innover davantage sur le véhicule. Qu'on vienne les voir, qu'on les mette autour de la table. Oui, mais ça, on peut en parler, parce que... Merci, messieurs. Voilà. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. On va souhaiter un joyeux Noël, non ? Carl Olive, on va le faire. Carl Olive et Diaït, on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre bilan de l'année 2014 et accessoirement le dernier numéro de l'hebdo politique de cette année. Bonne fin de dimanche, bonne semaine à vous et donc bon Noël, joyeux Noël, messieurs. Bonne fin d'année. Exactement. Venez faire de la luge à Poissy. Hein. N'oubliez pas les podcasts audio et vidéo sur radiosensation.fr à dimanche 18h sur Sensation Yvelines. L'hebdo politique.